Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du trouble anormal de voisinage. On va parler de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Alors il faut savoir que cette responsabilité pour trouble anormal de voisinage, c'est une théorie d'origine jurisprudentielle. C'est une théorie qui a été construite par la jurisprudence. Et notamment la jurisprudence avait créé un principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Et en vertu de ce principe, eh bien, la personne qui est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, et ce, indépendamment de toute faute. Il n'y a pas besoin, enfin dans le principe qui avait été dégagé par la jurisprudence, il n'y avait pas besoin de prouver la faute de la personne à l'origine du trouble anormal de voisinage. Et cette responsabilité pour trouble anormal de voisinage, elle a récemment été codifiée par la loi numéro 2024-346 du 15 avril 2024 à l'article 1253 du Code civil. Et cet article dispose dorénavant que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Et alors cet article, 1253, finalement, essentiellement, il consacre la jurisprudence antérieure qui avait construit le régime de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Et donc dans cette vidéo, on va parler plus en détail de cette responsabilité pour trouble anormal de voisinage, et en particulier, on va voir ensemble quels sont les éléments constitutifs du trouble anormal de voisinage. Finalement, qu'est-ce qu'on entend par trouble anormal de voisinage, quels critères doivent être remplis pour qu'il y ait trouble anormal de voisinage, et puis ensuite, on s'intéressera plus en détail au régime juridique du trouble anormal de voisinage. Et on verra notamment comment est-ce qu'il est possible d'engager la responsabilité d'une personne pour trouble anormal de voisinage. On verra aussi quelles sont les causes d'exonération, comment est-ce qu'il est possible de s'exonérer de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Et puis enfin, on verra quelle est la sanction du trouble anormal de voisinage, c'est-à-dire une fois qu'on a engagé la responsabilité d'une personne pour trouble anormal de voisinage, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la sanction? Juste avant qu'on commence, sachez que vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo pour vous procurer mes packs de fiches de révision. Puisqu'effectivement, peut-être que vous le savez déjà, mais je propose sur mon site des packs de fiches de révision dans les différentes matières de la licence de droit. C'est-à-dire que pour chaque matière, vous avez un pack de 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement la matière en question. Et donc typiquement, ces packs de fiches de révision, ils permettent aux étudiants de réviser leurs cours beaucoup plus efficacement et aussi ils leur permettent tout simplement de mieux comprendre leurs cours. Et donc, si ça vous intéresse, si ces packs de fiches de révision vous intéressent, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant que ceci est dit, on peut commencer la vidéo. Et donc, quels sont, dans un premier temps, les éléments constitutifs du trouble anormal de voisinage ? Alors, le trouble anormal de voisinage, enfin les troubles anormaux de voisinage, ils sont divers et variés. Globalement, ça concerne l'ensemble, toutes les nuisances que vous pouvez avoir entre voisins. Ça peut être des nuisances sonores, du bruit, ça peut constituer un trouble anormal de voisinage. Ça peut être aussi, par exemple, des odeurs, ça peut être également, par exemple, de la pollution, etc. etc. Il y a vraiment un grand nombre possible de troubles anormaux de voisinage. Mais essentiellement, pour que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage soit engagée, il faut d'abord un trouble de voisinage. En premier lieu, il faut d'abord un trouble entre voisins. Il faut que le trouble ait lieu entre voisins. Mais il faut savoir que la jurisprudence retient une conception très large de la notion de voisinage. Et ainsi, il faut comprendre que le trouble, il n'a pas forcément
à avoir lieu entre des fonds contigus. Le trouble, il peut au contraire avoir lieu entre des fonds relativement éloignés. Il suffit que la victime subisse réellement le trouble. Par exemple, une pollution peut tout à fait être subie à plusieurs kilomètres. Aussi, il faut bien comprendre que l'auteur du trouble n'a pas forcément à être propriétaire. Puisque comme l'énonce l'article 1253 du Code civil, le propriétaire, mais également le locataire, l'occupant sans titre, le maître d'ouvrage, peuvent être l'auteur d'un trouble anormal de voisinage. Donc retenez bien que l'auteur du trouble n'a pas nécessairement à être propriétaire. Et puis également, la victime du trouble n'a pas nécessairement à être propriétaire. De la même manière, la victime du trouble, ça peut également être, par exemple, un locataire ou un occupant sans titre. Donc vous voyez que, la jurisprudence retient vraiment une conception large de la notion de voisinage. Et puis, au-delà d'un trouble de voisinage, au-delà d'un trouble entre voisins, il faut que ce trouble ait un caractère anormal. Pour être sanctionné, le trouble doit être anormal. Puisque, bien évidemment, dans une relation de voisinage, il est parfois normal de subir certains inconvénients. Il y a certaines nuisances entre voisins qui sont considérées comme normales, qui sont considérées comme, tout simplement, faisant partie de la vie en société. Et donc, ce qui doit être sanctionné, ce sont seulement les troubles anormaux. Ce sont seulement les troubles qui, comme nous dit l'article 1253, qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Et un trouble anormal, en l'occurrence, ce sera un trouble qui soit présentera un certain seuil de gravité, une certaine importance, soit présentera une certaine continuité. Par exemple, des nuisances sonores seront considérées comme un trouble anormal si elles sont importantes ou répétitives, ou bien les deux. Et donc, retenez bien, il faut vraiment que le trouble soit ait une certaine importance, une certaine gravité, soit une certaine fréquence, que le trouble revienne fréquemment. Et très important, l'appréciation du caractère anormal du trouble est laissée au pouvoir souverain des juges du fond, qui procèdent à une appréciation in concreto, c'est-à-dire que les juges regardent vraiment au cas par cas si les nuisances constituent ou non un trouble anormal. Et en particulier, le caractère anormal du trouble, il est apprécié selon certaines circonstances de temps. Donc, est-ce qu'on est le jour ou est-ce qu'on est la nuit? Est-ce qu'on est le week-end ou est-ce qu'on est la semaine? Et puis également, le caractère anormal du trouble, il est apprécié selon des circonstances de lieu. Et en particulier, est-ce qu'on est en plein centre-ville ou bien dans une zone plutôt résidentielle? Ou bien est-ce qu'on est en pleine campagne? Et en fonction de ces circonstances, bien évidemment, le caractère anormal du trouble, il sera apprécié différemment. Typiquement, il y a certains bruits que vous pouvez avoir à la campagne, comme par exemple des bruits d'animaux. Ce type de nuisances, on peut difficilement les considérer comme des troubles anormaux du voisinage, parce que ça fait tout simplement partie de la vie à la campagne. En revanche, si vous avez des bruits d'animaux en plein centre-ville, là c'est quand même différent. Là effectivement, on pourra éventuellement considérer ce genre de nuisances comme des troubles anormaux du voisinage, parce que ça ne fait pas partie des inconvénients normaux de voisinage en centre-ville. Et donc on va voir maintenant quelques exemples pour bien comprendre ce caractère anormal et pour bien comprendre que ce caractère anormal dépend du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Et donc, en premier lieu, on a un arrêt assez cocasse de la Cour d'appel de Riom, en date du 7 septembre 1995, et qui nous dit que, attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à la dresser, pas même un cirque chinois.
que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquettements qui vont du joyeux, ponte d'un œuf, au serein, dégustation d'un ver de terre, en passant par l'affolée, vue d'un renard. Que ce paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à l'égard des propriétaires de ces gallinacés. Que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu dit La Rochette, village de Salède de 402 âmes dans le département du Puy-de-Dôme. Alors, on peut voir que le juge il s'est fait plaisir dans la rédaction, mais donc, au-delà de ça, ce qu'il faut lire entre les lignes, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est donc à la campagne, dans un petit village, et les bruits de poules, ils doivent être considérés comme normaux à la campagne, ils doivent être considérés comme normaux dans un tel village. Hein, ça fait partie de la vie à la campagne. Et donc, dans cet arrêt, la cour d'appel de Riom a jugé que les nuisances sonores qui étaient le fait de la poule ne pouvaient pas constituer un trouble anormal, puisqu'on était tout simplement dans un milieu rural. Mais, par exemple, dans le sens contraire, on a un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 février 1996 qui nous dit que le chant d'un coq qui s'exerce sans discontinuer la nuit à partir de 4 heures constitue un trouble à la tranquillité du voisinage demeurant à proximité de la volière où l'animal est enfermé, ce chant ne pouvant, compte tenu de son caractère répétitif, être considéré comme résultant du comportement normal d'un tel volatile, même en milieu rural. Et donc là, vous voyez bien le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en fonction des circonstances. C'est-à-dire que on a beau être en milieu rural, on a beau être dans un milieu où les bruits d'animaux peuvent être considérés comme normaux. Là, en l'occurrence, on avait un coq qui chantait toutes les nuits à partir de 4 heures. Et ces nuisances, la cour d'appel de Bordeaux a considéré que ces nuisances étaient tellement dérangeantes, étaient tellement répétitives, puisque c'était vraiment toutes les nuits à partir de 4 heures, sans discontinuer. Et c'est pour ça que la cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'en l'occurrence, même en milieu rural, de telles nuisances, ça doit être considéré comme un trouble anormal. Et donc, ici, vous voyez bien le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en fonction des circonstances, au cas par cas. Alors maintenant qu'on a bien cerné cette notion de trouble anormal de voisinage, on va pouvoir voir ensemble le régime juridique du trouble anormal de voisinage, le régime juridique de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Et ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est qu'il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute. C'était déjà le cas avant la codification à l'article 1253 du Code civil. Le régime qui avait été construit par la jurisprudence, c'était un régime de responsabilité sans faute. Et c'est toujours le cas, puisque l'article 1253 du Code civil nous dit que le propriétaire, le locataire, etc., qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Est responsable de plein droit du dommage qui en résulte, ça signifie que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, et donc, concrètement, la seule constatation d'un trouble anormal de voisinage suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré le trouble. Et il n'est aucunement nécessaire de prouver une faute de sa part. Donc la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, mais il existe une cause d'exonération de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui figure à l'article 1253 alinéa 2 du Code civil et qui est ce qu'on appelle la préoccupation. La préoccupation, qui signifie que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne sera pas engagée lorsque le trouble anormal préexistait à l'installation du voisin victime. Lorsque le trouble anormal préexistait à l'installation du voisin victime. Et plus précisément, il faut 3 conditions pour que la préoccupation s'applique. Donc, l'activité nuisible
doit être antérieure à l'installation de la victime. Elle doit être exercée dans le respect des lois et règlements. Et enfin, elle doit s'être poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. Ça, ce sont les 3 conditions qui sont posées par l'alinéa 2 de l'article 1253 du Code civil. Et donc, prenons un exemple pour bien comprendre l'idée. Admettons par exemple que vous soyez un citadin qui part s'installer à la campagne. Et vous vous installez à côté d'une ferme. Forcément, si vous êtes à côté d'une ferme, il va y avoir du bruit, il va y avoir des odeurs, etc., etc. Sauf que vous ne pourriez pas vous plaindre d'un trouble anormal de voisinage. Parce que ces nuisances, elles préexistaient à votre installation. Elles étaient là avant vous. C'est ça la préoccupation. Si les nuisances étaient antérieures à votre installation, qu'elles sont exercées conformément aux lois et règlements, et qu'elles se poursuivent dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal, eh bien, si vous essayez d'engager la responsabilité pour trouble anormal de voisinage de votre voisin, eh bien, votre voisin pourra s'exonérer en invoquant la préoccupation. Et puis enfin, il faut dire un mot sur la réparation du trouble anormal de voisinage. Puisque la personne dont la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est engagée doit réparation du trouble anormal de voisinage à la victime. Et cette réparation, elle peut avoir lieu d'abord en nature, c'est-à-dire que la personne dont la responsabilité est engagée devra faire cesser le trouble. Pour ce faire, le juge pourra, par exemple, lui ordonner de réaliser des travaux, comme par exemple des travaux d'insonorisation pour faire cesser les nuisances sonores, par exemple. Et cette réparation, elle peut aussi avoir lieu par équivalent si la réparation en nature n'est pas possible ou insuffisante pour compenser le préjudice subi par la victime. Et à ce moment-là, avec la réparation par équivalent, eh bien la personne dont la responsabilité est engagée devra verser à la victime des dommages et intérêts. Et ceci étant dit, c'est donc déjà la fin de cette vidéo sur le trouble anormal de voisinage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.